Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, suite et fin des vidéos mes télescopes, dans cette vidéo nous allons parler de la différence entre le 152 mm 1052 de focale, et là vous verrez plus tard un peu plus bas, je referai un cadrage sur le 152, j'étais obligé de le mettre sur son trépied, il tenait pas sans le trépied. Voilà. Et là nous allons voir le 203 mm 2032 de focale, de longueur focale, et tous les deux des célestrons. Donc nous allons commencer par celui-là. Donc vous avez compris, celui-là c'est un 152 mm d'ouverture. Alors l'ouverture, c'est l'ouverture de là au niveau de la lame de Schmitt, hein. Donc ça s'appelle une lame de Schmitt qu'il y a devant. Donc de 1052 de longueur focale. Alors je vous expliquerai ce que c'est la longueur focale, hein. Ne vous inquiétez pas, dans la vidéo je vous expliquerai. Donc quelle est la particularité de ce télescope? Déjà la première particularité par rapport au gros, en 203 mm, c'est son poids. En tout et pour tout, comme il est monté là, bon, il manque de 3 petites pièces, mais pas grand-chose, hein. Il manque la raquette de commande, il manque le boîtier à pile, il manque le viseur pointe rouge, donc il manque à peine un peu moins de 500 grammes de matos, on va dire, hein. Mais dans la configuration qu'il est monté là, bravo, il y a le lave-vaisselle qui est en train de se vider de son eau. Donc dans la configuration qu'il est là, il pèse 20 kg. Donc déjà, première particularité de ce télescope, il est facilement transportable. Parce que déjà, il est en 3 parties. La partie trépied, vous la voyez là. La partie monture, qui contient une bonne grosse partie de l'électronique avec la raquette de commande. Et la partie tube optique. Donc l'autre particularité, alors là c'est pas vraiment une différence parce que les deux sont basés sur le même procédé optique, les deux, hein. Les deux, ce sont des Schmitt casse-grains. Alors je vous expliquerai plus tard pourquoi on appelle ça les deux des Schmitt casse-grains. Voilà, donc la particularité de celui-là, c'est le poids. L'ouverture, c'est une ouverture de la focale par rapport au diamètre de 10, comme celui-là. Sauf que avec celui-là, il n'a pas, il n'a pas de GPS intégré dedans, mais vous pouvez en rajouter un externe, hein. Il y a une prise sur le côté, il y a la prise hand control. Et il y a la prise sur le côté là, qui s'appelle une prise auxiliaire, dont vous pouvez brancher directement un GPS. Alors, je vous conseille le GPS de la marque Celestron qui va avec le télescope, hein. Parce que si vous mettez un autre GPS, ça ne marchera pas. Bah, il y en a qui ont essayé de trouver des GPS moins chers sur d'autres marques, ça ne marche pas. On va pas se mentir, ça ne marche pas, hein. Donc l'autre particularité différente avec le 203 mm que je vous montrerai tout à l'heure et qu'on en parlera bien tout à l'heure, c'est le système d'alignement. Parce que tout télescope doit être aligné. Tous, même les non motorisés, vous devez les aligner. Que ce soit sur monture azimutale ou des montures équatoriales, bon là j'en ai pas d'exemple, les télescopes doivent être alignés. Si vous voulez avoir un suivi des étoiles correct, c'est-à-dire soit en manuel, donc parce que non motorisé c'est en manuel. Alors il y en a qui ont qu'un flexible à tourner, donc c'est plus facile à régler, et d'autres, alors c'est les inflexibles à tourner, ce sont les montures azimutales qui fait alors le flexible quand vous le tournez, il fait ce mouvement là, gauche, droite, droite, gauche, d'accord, hein? Donc je recommence de ma droite à ma gauche et de ma gauche à ma droite. D'accord, là je me vois en sens inversé, donc ça me fait un peu bizarre. Mais je me suis pas trompé, c'est ça. C'est tout à quoi ça sert, le flexible de mouvement. L'autre mouvement, c'est vous desserrez, comme sur un trépied photo, vous desserrez une petite bague et vous bougez carrément comme ça l'appareil, hein. Voilà.
Alors que sur les montures équatoriales, vous devez faire deux mouvements. Le mouvement en haut et le mouvement gauche. Alors, je recommence. De gauche à droite et de droite à gauche. Mais vous devez faire aussi le mouvement d'en bas en haut, en bas. Et donc là, il faut deux flexibles sur les montures équatoriales manuelles. Donc, on va revenir sur les montures Goto. Parce que ça s'appelle une monture Goto. Avec un système d'alignement, j'enlève son cache, qui s'appelle le StarSense. Alors, le StarSense, qu'est-ce que c'est? C'est une caméra avec un capteur CCD, ni plus ni moins. Sauf que cette caméra, elle a un grand champ. Un grand champ de 120 degrés, si je ne me trompe pas. Et donc, elle voit large. Vous voyez, vous prenez un téléobjectif, vous avez des téléobjectifs qui font du 120 degrés, d'autres qui font du 180 degrés, et puis maintenant vous avez les fameuses caméras 360 degrés. Ça, c'est un grand champ de 120 degrés. Pourquoi? Il n'a pas besoin de voir des détails, ce capteur. Tout ce qu'il a besoin de voir, c'est les étoiles, et les étoiles qui composent des constellations. Les 44 constellations du Nord et les 44 constellations du Sud. Hémisphère Nord, hémisphère Sud, les deux font 88 constellations. Donc nous avons bien 88 constellations dans le ciel. Que ce soit entre l'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud, 44 d'un côté, 44 de l'autre, ça fait bien 88. Bon. Donc ce système de StarSense Technology, de chez Cestron. Alors ça existe sur d'autres marques, par exemple chez Meade, ça existe. Ça s'appelle autrement, je vais pas vous faire l'affront de savoir comment ça s'appelle. Je n'ai pas vraiment été chercher comment ça s'appelle. Donc je vais pas vous faire l'affront de ça. Je m'en excuse si j'ai pas l'info, mais c'est pas grave, mais c'est sur le même principe de toute façon, le même principe de base. Sauf que sur les Meade, au lieu que le système soit sur le côté du tube optique, c'est-à-dire là, en fait il se trouve ici, dessous. Voilà. Et il n'a pas cette espèce de cache-soleil, voilà, parce qu'en fait le capteur de la caméra se trouve à peu près par là. Donc il y a au moins ça entre là et l'objectif de la caméra. Bon, donc elle va aller chercher les constellations du ciel où vous vous trouvez. Ça veut dire que si vous branchez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne branchez pas votre télescope avec le GPS, il va falloir lui indiquer les coordonnées géographiques du lieu où vous vous trouvez pour l'observation. OK? Plus la date de l'observation et l'heure. Si vous branchez le GPS, il n'y a pas besoin de ça. Lui, il va commencer, dès que vous l'allumez, il va attraper les 3 signaux de satellite GPS qu'il va avoir besoin, donc le GPS lui-même, qui va donc donner les coordonnées à l'ordinateur à l'intérieur de la caméra et de la monture. Il y a un ordinateur avec la requête de commande qui contient les 44 constellations du Nord et 44 constellations du Sud. Et il va faire ce qu'on appelle une comparaison. Par exemple, dans sa base de données, il a la constellation du W, constellation de Cassiopée, il a la constellation de la casserole, du chariot, de la grande ours ou de la petite ours, comme vous voulez. Et puis il a la constellation d'Orion, on va dire. Puis il les a toutes, mais on va dire qu'il va aller chercher ces 3 constellations, pour être plus simple. Donc il y a 4 constellations. Il va aller chercher la grande ours, la petite ours, la W, le Cassiopée et donc Orion, la constellation d'Orion. Et donc il va faire une comparaison de leur position dans le ciel par rapport aux coordonnées qu'on leur a données, soit manuellement, soit par le GPS. Donc ces coordonnées, il va aller voir et va dire tiens, la constellation par rapport aux données que j'ai, la constellation de la grande ours se trouve côté nord du ciel, à la telle date, du mois, de l'heure, tout ça. Bon. Et donc il va aller prendre une photo. Alors il va pas la garder, il n'y a pas une mémoire là-dedans, il y a une petite mémoire, mais il l'efface après. Donc il va prendre une photo et il va les superposer sur sa banque de données. Et il va dire, ah tiens, ça c'est ça, donc ça c'est la constellation, machin, tac. Bon, elle se trouve là. Ok. Il va l'intégrer dans l'ordinateur. Il va aller en chercher une deuxième. Il va faire pareil, une photo, paf, il a intégré à l'ordinateur.
Bon. Et il va continuer comme ça, tac, jusqu'à qu'il ait assez de données pour dire, ben voilà, on se trouve à tel endroit, on est aligné, les étoiles se trouvent à tel endroit, les planètes se trouvent à tel endroit, et les objets du ciel profond se trouvent à tel endroit. Une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez observer. Bon. Le seul problème qu'il y a avec ce télescope, c'est qu'il est très léger. Donc, pour ce qui est de l'observation pure, c'est-à-dire l'œil à l'oculaire, c'est ce que j'appelle l'observation pure, pour des débutants, il fait très bien l'affaire. Pour l'astrophotographie, vous oubliez. Que ça soit de l'astrophotographie temps court ou temps moyen, c'est-à-dire pour le planétaire, vous oubliez. Donc, bien évidemment, pour ce qui est le ciel profond, vous oubliez. D'accord? Voilà. Donc, nous allons maintenant parler de l'autre télescope. Deuxième télescope, alors ça va faire des séquences un peu longues, mais c'est pas grave. C'est important tout ce que je vous dis. Donc, premier avantage avec ce télescope, quel est l'avantage de ce premier télescope? C'est qu'il est en deux morceaux. Le trépied et la partie optique avec la partie monture. Le seul problème, c'est que le trépied pèse 20 kg. Donc très lourd, très encombrant et pas vraiment facile à transporter. Mais c'est pas impossible. Vous voyez qu'il n'est pas complet, j'ai pas mis la petite lunette réticulée. Hein. Le chercheur qu'on appelle. Deuxième inconvénient, c'est le poids de ça. Ça pèse 29 kg. Donc, si vous faites le calcul, 20 plus 29, ça fait 49 kg. On est à près de 50 kg de matos. Donc, c'est ce qui fait que ça pèse lourd. Donc, c'est déjà le premier inconvénient de ça. Donc, il y a un autre avantage. Il y a quand même un avantage, c'est qu'il a une ouverture plus grosse, 203 mm, avec une longueur focale de 2032. Je vais tout vous expliquer la longueur focale, hein, avec celui-là d'ailleurs. Donc, il a une ouverture beaucoup plus grande, donc il capte beaucoup plus de lumière. Par rapport au 152 mm qui est à côté, son petit frère qui est à côté, celui-là, il capte, attention, c'est des sources sûres ce que je vais vous dire là, il capte 100 fois plus de lumière que le 152 mm d'à côté. Eh oui, quelques centimètres de plus d'ouverture, ça fait un gain de lumière en plus. Et qui dit lumière en plus, dit forcément qualité d'image en plus. Il a un système d'alignement tout à fait différent de celui-là à côté. Mais je vais vous expliquer qu'en fait, sur celui d'à côté, je vous expliquais tout à l'heure, le 152 mm, il n'a pas de GPS. Lui, il n'a pas le système StarSense. Il faut une lunette réticulaire. Alors, je ne l'ai pas monté, mais c'est pas grave. De toute façon, hein, je vous l'ai montré déjà, vous savez à quoi ça ressemble. C'est ce qu'on appelle un chercheur, ou en anglais, ils appellent ça un Thunder. Hein. Pour ceux qui possèdent des Mac, vous savez que nous avons un Thunder sur Mac. Hein. Donc, alors, par contre, grâce au GPS, toute la manipulation manuelle de l'autre qui n'a pas de GPS, mais on peut lui en mettre un à l'autre. Mais là, en fait, il n'y a pas besoin de se soucier de rentrer les coordonnées géographiques, les coordonnées de l'heure, le mois et tout ça, enfin les dates et l'heure. En fait, il le fait tout seul. Bon, le seul petit truc, c'est qu'il faut légèrement être patient parce que il faut qu'il ait le signal des trois télescopes parce que c'est comme un GPS de voiture. Un GPS de voiture, il fonctionne parce que vous avez trois satellites GPS qui vont vous envoyer des informations de la position où vous vous trouvez. Et comme l'autre, hein, pareil, et comme les GPS de voiture. Sauf que là, on ne s'en sert pas pour voyager. En fait, on s'en sert pour lui dire à lui où on se trouve. Alors, le seul inconvénient qu'il y a au niveau du pointage, c'est-à-dire de l'alignement du télescope pour pouvoir faire après du suivi de planètes,
puisqu'il a pareil. Alors, alors, je vais quand même vous faire un petit aparté. Le système Goto de ce télescope est exactement le même que l'autre. Il a la base de données des 88 constellations. Obligatoire. Le seul truc qu'il a, c'est sa base de données qui est beaucoup plus grosse là, qui est beaucoup plus complète là que sur l'autre. L'autre, il est donné il a une base de données de 4000 objets. Le Sky Prodigy Celestron 6 SCT, il s'appelle comme ça l'autre, StarSense Technology, il a une banque de données de 4000 objets à visionner, à contempler. Lui, il est donné pour une base de données de 40 000 objets. Alors, j'avais déjà fait sur la vidéo où je parlais des télescopes et je conseillais des télescopes. Je vous la mettrai en lien, vous irez la revoir. Elle a fait plus de 1000 vues. 40 000 objets, faut pas rêver. Faut pas rêver. Vous les ferez pas dans toute votre vie. C'est bien de les avoir, mais vous ne ferez pas ça dans toute votre vie. Parce que vous allez aller voir les plus beaux objets du ciel profond. Ceux qui vous intéressent le mieux. Par exemple, on m'a souvent demandé, est-ce que tu vois M31 ? Oui, je vois M31 avec le télescope en observation naturelle, c'est-à-dire avec l'œil à l'oculaire. Prendre une photo de M31 pour le moment, je ne peux pas, à cause de la pollution lumineuse. Donc je vais bien sûr m'équiper en fonction de la pollution lumineuse, parce que même si je m'éloigne de chez moi, il faut bien comprendre une chose. En France, nous avons le plus mauvais ciel du monde. Enfin, nous avons l'un des plus mauvais ciels du monde. Vous allez dans d'autres pays, c'est pareil. Tous les pays industrialisés comme la France, nous avons des ciels dégueulasses pour l'astrophotographie du ciel profond. Ça, faut pas rêver. Nous avons que quelques spots, on va appeler ça des spots, parce qu'ils appellent ça comme ça, les Anglais. Donc, vous ne voyez pas trop ma figure à l'image, mais bon, le plus important, c'est le télescope, on va voir. Les spots les mieux notés en France, ils sont entre 15 et 17. Il y a un spot le mieux noté de France, il a 19. Mais c'est le spot du Pic du Midi, où se trouve le fameux observatoire du Pic du Midi. Dans les Pyrénées, au-dessus de Bagneux de Bigorre, où notre fameux, comment il s'appelle, ancien garde des Sceaux, là, qui était pas bien longtemps élu, et puis qui a dû démissionner. Bon, ça on va pas faire de politique. Donc voilà. Alors, le fait est qu'une fois qu'il a les coordonnées GPS, donc heure, date, machin, coordonnées de lieu où vous vous trouvez, eh ben, il faut aller pointer, soit vous allez pointer 3 étoiles. Alors, vous en pointez une, vous la validez. Vous en pointez une autre, vous la validez. Vous en pointez une autre, vous la validez. Ou alors, vous allez pointer un objet du système. Alors, les objets du ciel profond, à part les étoiles, c'est tout. N'allez pas pointer, pour aligner le télescope, M31, la galaxie d'Andromède. Ça ne servira à rien. L'autre, il va être perdu, l'engin, là. Et donc, on peut aller plus facilement pointer une planète du système solaire. Moi, en ce moment, je me sers de la planète Jupiter, puisque c'est celle que je vois le mieux depuis chez moi. Donc, je pointe mon télescope sur Jupiter, et donc, il a aligné, machin et tout. Une fois que c'est validé, que lui, il a dit, c'est bon, elle est au bon endroit, c'est bien aligné avec le télescope et l'oculaire, vous n'avez plus qu'à commencer à faire vos observations, et donc, vous pouvez commencer à observer Jupiter, puisqu'elle est directement déjà dans votre oculaire, ou vous pouvez aller voir d'autres objets du système solaire. Alors, à savoir, vous pouvez pointer la Lune aussi. Si vous avez la Lune, vous pointez sur la Lune, vous faites votre alignement avec la Lune. Point barre, c'est encore plus facile. Voilà. Donc, c'est le seul inconvénient. Alors, si vous voulez vraiment pas vous embêter à faire du pointage manuel, de l'alignement manuel, il existe des caméras qui font la même fonction que le StarSense sur le 152 mm. Vous l'installez à la place du chercheur réticulé.
Vous la branchez sur le aux 1 à côté du hand control. Et une fois que tout est branché, vous avez alimenté votre télescope, ben vous l'avez installé, vous l'avez alimenté, machin, vous avez tout branché comme il faut. Vous n'avez plus qu'à allumer l'engin et l'engin il fait le pointage tout seul. Faut attendre entre 2 et 3 minutes pour qu'il pointe le bassin tout seul. Mais bon, 2-3 minutes, vous avez le temps d'aller chercher votre valise oculaire ou un truc que vous avez oublié pour faire l'observation. Voilà. Donc, je vais pas faire plus long là-dessus. Alors, les différences, c'est ça. Les différences, c'est surtout au niveau des poids. Alors, le poids est un désavantage pour un télescope. C'est surtout le poids et le désavantage du télescope, c'est parce qu'il faut le transporter. C'est lourd, encombrant, donc c'est là. Par contre, le poids est un avantage aussi sur ce télescope. Et oui, un télescope comme le 152 mm qui est léger, qui fait 20 kg en tout et pour tout, la moindre vibration et votre astrophoto est foutue. Voilà. Ou même votre observation à l'œil nu, enfin l'œil dans l'oculaire, elle est foutue. Alors que la babasse, une fois tout monté, une fois crampé sur son trépied, une fois qu'elle est assemblée et qu'elle fait ses 59 kilos, enfin ses 49 kilos, excusez-moi, 20 plus 29, 49, donc c'est presque 50 kilos, en rajoutant un peu du matos dessus, on arrive presque à 50 kilos, parce que la petite lunette, le petit chercheur réticulé, là, il pèse quand même son poids, hein. C'est tout de la bonne qualité, donc on arrive presque à 50 kilos, et il bouge pas le monsieur. Voilà, le poids est un avantage et un désavantage. Un désavantage parce qu'il faut porter l'engin, et un avantage parce que monsieur, il bouge plus une fois qu'il est installé, quoi. Vous avez beau l'installer, par exemple, je sais pas moi, sur un balcon, vous pouvez danser la gigue autour du télescope, il bougera pas. L'autre qui fait 20 kilos tout mouillé, je vais être poli, mais je vais être rigolo. Vous pétez un coup, c'est fini. Hein. L'autre termine et il se met à vibrer et ça dure pendant 2 heures, hein, la vibration. Hein. Donc voilà. Donc l'avantage, c'est ça. Donc voilà. Alors, pourquoi je l'ai choisi, ce télescope? Je vais quand même vous en parler un petit peu. J'ai choisi parce que je pouvais me le payer. Si j'avais pas pu me le payer, je l'aurais pas choisi, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'il est bête, le Fred. Évidemment, j'ai choisi parce que j'ai pu me le payer. C'est surtout que je voulais pas non plus une grosse bébête. Ça sert pas à grand chose d'avoir des grosses bébêtes. Après, si vous voulez vraiment vous lancer dans de la grosse bébête, allez-y. Hein. Si vous avez les moyens, allez-y. Hein. Mais bon, faut savoir que celui-là, normalement, il coûte 2600, mais même pas simplement, il coûtait presque 3000 € celui-là. À sa sortie, il y a 10 ans, parce qu'il est sorti depuis 10 ans celui-là. Enfin non, pas celui-là, parce que celui-là il a le Starbright XLT, un traitement spécifique sur la lame de Schmitt et sur les miroirs. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça c'est trop technique pour vous. Disons qu'il a une meilleure qualité que son petit frère qui est sorti il y a 10 ans. Celui-là, il est sorti il y a 4 ans. Voilà. Donc pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que déjà moi je peux pas porter très lourd. Et là, je suis à la limite de ce que j'aurais le droit de porter normalement. Déjà, rien que le machin là qui fait 29 kilos, je suis déjà hors limite de au moins 9 kilos. Mais bon, tant pis, hein, j'ai un petit chariot, je fais rouler ça un petit chariot, je l'amène jusqu'au trépied, et puis après je le pose sur le trépied, et puis voilà. On trouve toujours un moyen d'arriver à ses fins, même quand on a un handicap. Donc voilà. Et je l'ai pris parce que j'ai un copain qui a le même, mais en beaucoup plus gros. Hein. Il a un 355 mm de Cestron, c'est le même. Hein. C'est exactement le même, mais en 355 mm. Depuis le temps qu'il m'en parle et depuis le temps que je voulais l'acheter, il m'en disait que du bien. Mais alors vraiment que du bien. Je sais que la vidéo va être longue, mais c'est pas grave. Il m'en disait que du bien, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et il m'a dit franchement, même si tu achètes que le 203, tu seras pas déçu. Et jusqu'à maintenant, je suis pas déçu. Voilà. Donc je vais m'arrêter cette vidéo là sur la troisième partie, mes télescopes, des avantages et des inconvénients. Et surtout la comparaison des deux. Donc vous aurez compris, la comparaison des deux, en fait, la différence entre les deux, c'est surtout la taille d'ouverture, la longueur focale. Ah oui, j'avais dit que je vous expliquerais la longueur focale, je vais vous l'expliquer tout de suite. Ça vous allez voir, c'est pas très long. C'est surtout, voilà, point de vue poids, qui est un inconvénient parce que quand ça pèse lourd, il faut le porter. Mais une fois que c'est installé, ça bouge plus, quoi.
Donc voilà. Donc je vais vous faire très vite sur la longueur focale. Je vais vous le tourner comme ça, celui-là. Je vais le cadrer un petit peu plus par là. Alors la longueur focale, alors vous pensez bien que 2032 mm, ça fait 2,32 m. Vous pensez bien que là, nous n'avons pas les 2,32 m là. Hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est la longueur focale? En fait, la longueur focale, c'est la longueur que la lumière parcourt à l'intérieur de votre instrument pour arriver au foyer. Donc voilà, avant que le téléphone se mette à sonner, parce que le téléphone s'est mis à sonner, c'est quelqu'un qui m'a appelé, c'est un ami qui est blessé. Voilà. Donc je vais aller vous expliquer la longueur focale. Donc la longueur focale, qu'est-ce que c'est? Vous avez ici donc la lame de Schmitt. Donc la lumière rentre par là. Elle voyage jusqu'au miroir primaire qui se trouve ici. Elle retourne jusqu'ici au miroir secondaire qui la renvoie à l'arrière du télescope. Alors le miroir primaire, il a un trou percé en son centre. Ce trou permet de faire arriver la lumière jusqu'ici. Donc là, ici, derrière, on met un porte renvoi coudé, et on met un renvoi coudé, et on met un oculaire. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo où je vais vous expliquer comment je fais mes vidéos pour la Lune. Voilà. Donc la longueur focale, c'est ça en fait, c'est le voyage de la lumière. Donc la lumière, elle voyage une fois, deux fois, et puis une troisième fois jusqu'au foyer, ce qu'on appelle au foyer où se forme l'image. Voilà. Donc je vais arrêter là la vidéo parce qu'elle va être très longue. Donc voilà, et je vais tout de suite derrière, je vais enchaîner sur une vidéo où je vais vous expliquer comment mettre un appareil photo sur les différentes façons de mettre un appareil photo. Donc alors je vous conseillerais plutôt un réflexe, mais je vous expliquerai ça dans la vidéo. Donc voilà, je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment mettre un appareil photo au derrière d'un télescope. Soit à la place de l'oculaire, ou soit carrément à l'arrière. Je vous expliquerai tout ça, j'ai préparé mon matériel, il me manque juste l'appareil photo, je vais aller le chercher. Donc mes amis astronomes, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Vous mettrez plein de pouces bleus bien évidemment. Vous mettrez plein de commentaires gentils bien évidemment. Non, je rigole. Mais mettez les commentaires que vous avez à mettre. Posez des questions si vous avez à poser des questions. Donc voilà, vous avez bien compris que la longueur focale, c'est la longueur que fait le voyage de la lumière, donc reflétée par une planète, parce qu'une planète reflète la lumière du soleil qu'elle reçoit. Et le soleil, une étoile, émet de la lumière. D'accord? Donc la lumière rentre par la lame de Schmitt, va frapper le miroir primaire, retourne sur le va frapper le miroir secondaire qui vient ensuite mettre l'image au foyer. Voilà. Donc je vous en fais pas mieux sur la longueur focale, c'est comme ça que se calcule une longueur focale. D'accord? Enfin on calcule la longueur focale sur les 3 voyages. Donc les 2032 mm se font en 3 voyages, 3 parties. D'accord? Voilà, donc mes amis astronomes, je vous dis au revoir, à plus, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire. N'oubliez pas un œil au sommet sur YouTube, un œil au sommet sur Facebook, Instagram, un œil au sommet officiel, ça se tient tout, et sur Internet, un œil au sommet qui se tient tout.fr. Voilà, je vous mettrai de toute façon les descriptions en bas et je vais avoir du boulot sur les descriptions à faire à l'avenir. Donc mes chers amis astronomes, je vous dis au revoir, mettez l'œil à l'oculaire, prenez soin de vous. Merci, c'était Frédéric Bertoni pour la chaîne Fred Astronome.